Donc vous reconnaissez bien sûr Karl von Coudenhove, cet homme précurseur. On avait terminé en vous le présentant et en disant combien il avait été finalement très visionnaire dans ses propos et dans ses écrits, voyant dès il y a pratiquement un siècle combien l'avenir de l'Europe, ça passait par des institutions communes, d'une citoyenneté commune, une monnaie européenne, voilà encore quelque chose de très moderne, et une alliance militaire. Là, on n'y est que pour partie, on va dire. Alors, dans cette période qu'on appelle la période du milieu des années 20, ce qu'on appelle l'esprit de Locarno, c'est assez intéressant à pointer à plusieurs égards. Tout d'abord, parce que si on se réfère aux années immédiatement antérieures, avec les tensions nées du traité de Versailles et le leitmotiv « l'Allemagne paiera », on est quand même sur une autre perspective et avec deux hommes qui ont joué un rôle clé dans ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est côté français Aristide Briand, bien connu, parce que je crois qu'en France c'est un des records en nombre de noms de rues, ce qui est toujours un révélateur. Stresemann, moins connu. À Tarbes, je n'ai pas trouvé de rue Stresemann, ça serait pas mal. Non, tous les deux ensemble, prix Nobel 1926, je crois, et qui ont joué un grand rôle clé dans les négociations et la signature du traité de Locarno. Alors, ce traité de Locarno, il traduit incontestablement un changement tout à fait significatif d'ambiance. On est dans quelque chose qui est très apaisé et qui est un nouveau regard, on peut dire, entre, en particulier, Français et Allemands. Mais pas uniquement eux, puisqu'il y a d'autres partenaires qui ont été concernés, notamment la Belgique, on le voit dans l'article 2 du traité. Et ce traité de Locarno, donc en 1925, il aboutit à une garantie de frontières. C'était un point clé, compte tenu de l'histoire antérieure et des conflits 1870, 1914, 1918, etc. Donc il y a incontestablement une ouverture, on va dire, et qui va se traduire très concrètement. Par exemple, avec l'admission de l'Allemagne à la Société des Nations à Genève. Alors, c'était pas une institution qui a eu un rôle essentiel, notamment pour le maintien de la paix plus tard, mais néanmoins, c'était intéressant de voir, au fond, dans l'ensemble des pays membres de la SDN, l'Allemagne rejoindre. Ce que l'on peut dire aussi, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est que le traité de Locarno, il est très bien, j'allais dire, bordé à l'ouest. C'est notamment sur les questions de frontières entre la France, l'Allemagne et la Belgique. Tel n'est pas le cas à l'est. Et notamment, un certain nombre de questions ne sont pas résolues. Alors plus tard, peut-être en vous souvenant des cours d'histoire par vous-même ou avec José Cubero, vous vous souvenez de la fameuse histoire du couloir de Danzig, la Prusse orientale séparée du reste de l'Allemagne, qui va être un motif pour Hitler, effectivement, de dire, eh bien, puisqu'il n'y a pas de traité prévu, il y a un droit en quelque sorte d'accéder directement pour nous vers des populations allemandes. Alors il y a également un point qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait dans l'air, un peu plus tard, dans les années 28-29, un projet d'association, on peut dire, économique, domaine du libre-échange. Seulement quand vous regardez la date, bien 1929, vous sentez bien qu'on entre dans une autre période. 1929, est-il besoin de le rappeler, c'est l'entrée dans la grande crise économique. Bon, alors que moi je suis toujours surpris quand j'ouvre mon ordinateur de voir Black Friday, jour de fête commerciale. Vous voyez, quand on sait l'origine, ça laisse un peu rêveur, mais bon, c'est comme ça, c'est les retours imprévus de l'histoire. Alors, petit portrait, Aristide Briand, quand il était encore jeune. Et on va arriver donc avec cette période des années qui vont suivre la Grande Dépression dans un tout autre climat.
C'est-à-dire l'esprit de Locarno, les raisons qui sont là, majeures, de crise économique, ça va déboucher sur quoi? Ça va déboucher sur des États qui vont se replier à l'intérieur de leurs frontières en disant il faut se protéger des arrivées de produits venant de l'étranger. On a tellement de chômeurs. Je me rappelle, dans les années, quand Roosevelt a pris le pouvoir aux États-Unis, on était à 7 ou 8 millions de chômeurs. Hein, souvent dans des conditions de misère terribles, puisqu'il n'y avait pas encore de système de protection sociale bien avancé. Et 1933, l'Allemagne, c'est 6 millions de chômeurs, et voilà ce qui s'est passé en 1933, hein, donc arrivée d'Hitler. Donc on va s'acheminer vers le temps de la guerre. Et pendant ce temps de la guerre, l'idée européenne, est-ce qu'elle va totalement disparaître? Non, pas vraiment. Pour vous qui êtes certainement des grands lecteurs, je signale un livre de quelqu'un qui a eu une pensée extrêmement intéressante sur la question européenne, c'est Churchill. Alors, vous voyez le livre. Pour les grands lecteurs, vous allez dire c'est pas beaucoup, on en lirait davantage, certainement. Pour ceux qui ont un petit peu peur, il y a quand même 1300 pages, et dont 70 pages de références historiques. Vous n'êtes pas obligé d'aller les vérifier toutes, hein, bien sûr, hein, mais c'est assez passionnant à lire. Donc, c'est un ouvrage d'Andrew Roberts, un très bon historien britannique. Alors, initiative de Churchill parce que tout au long de la guerre, il va avoir des propos disant, dès le mai 40, quand les panzers allemands déferlent sur les Ardennes, il va proposer au gouvernement français de faire une unité politique. Alors il y avait une arrière-pensée en se disant, bien sûr, ça va nous rendre plus forts face à un risque éventuel de demande d'armistice du gouvernement français, bien sûr. Mais c'était déjà une première étape. Il y en aura tout au long de la guerre, pas toujours si bien accueilli que ça par le gouvernement de la France libre du général de Gaulle, qui avait une certaine méfiance, beaucoup d'amitié, mais un peu de méfiance quelquefois vis-à-vis de Churchill. Et puis plus tard, on le verra avec les fameux grands discours, ceux de Fulton début 46 et ceux de Zurich également dans l'année 46. On va voir combien cet homme d'État, qui est un grand génie du XXe siècle, avait une pensée européenne, et on va voir parfois un peu ambiguë. C'est-à-dire, vous le verrez avec peut-être certains passages du discours de Fulton notamment, l'Europe unie, c'est très très bien. Mais est-ce que la Grande-Bretagne doit en faire partie? Là, le propos est moins évident. Hein. Il faut absolument, disait Churchill, discours de Zurich, forger ces États-Unis d'Europe. Bravo, bravo. Mais pareil, est-ce que la Grande-Bretagne en serait membre? Là, le propos est plus hésitant. Hein. Bon, ceci étant, ça reste quand même un très grand bonhomme. Également pendant les temps de la Résistance. Alors vous allez dire, en temps de la Résistance, autour de Jean Moulin, et puis pareil dans les autres pays d'Europe, on avait les soucis de la libération du pays, bien sûr. Mais pas uniquement. Pas uniquement, et vous allez avoir un an largement avant la fin de la guerre en Europe, c'est-à-dire 8 mai 45, une bonne année avant, non, je crois que c'est au mois d'avril, avril ou mai, je me souviens plus exactement, une rencontre à Genève, la Suisse étant pays indépendant, donc c'était possible avec beaucoup de difficultés pour y arriver, mais de se retrouver. Et là, il y a eu une déclaration des résistances européennes. C'est intéressant de voir que ces mouvements de résistance qui étaient assez divers dans leur composition politique. Hein. Bon, avec cette idée majeure, pas tout à fait partagée par la résistance communiste, c'était celle d'une union fédérale après la guerre pour préserver la paix. Alors l'après-guerre, c'est là où les choses vont sérieusement se mettre en place. On est dans un monde, vous pourrez prendre tous les qualificatifs qui vous viennent à l'esprit. Moi j'ai mis meurtri et divisé, c'est évident. Mais c'est là le paradoxe, c'est dans ce monde dévasté, meurtri, qu'on va avoir les vraies prémices de la construction de l'Europe. Comme si étant tombé tellement bas dans le désastre, pour remonter, il ne fallait pas retourner vers les États-nations, mais trouver les moyens de bâtir une Europe unie. Ça, c'est passionnant en termes d'histoire,
bon, à observer. Alors ça sera notre chapitre 2 et qui va faire l'objet de notre travail aujourd'hui. Une caricature très connue de Plantu, où on voit l'Europe sous la forme d'invasion. Alors celle qui était à l'époque au centre, c'est les chars nazis qui envahissent toute l'Europe. Donc une forme d'Europe mais dominée, bien sûr. Et puis, après-guerre, celle que nous montre Plantu, c'est une Europe qui s'unit mais par la voie démocratique. Alors cette Europe meurtrie, quand même si c'est une histoire très connue, il est nécessaire de s'y attarder un tout petit moment pour bien voir dans quel contexte on est et comment va se bâtir l'Europe dans ce contexte. Le désastre, il est d'abord humain et démographique. Les historiens sont d'accord entre eux pour une fourchette entre 50 et 55 millions de morts. Je parle de la partie occidentale, je ne parle pas de la partie orientale, puisque la Deuxième Guerre mondiale, ça concerne aussi le front asiatique et du Pacifique, avec beaucoup de morts, en particulier en Chine. La particularité par rapport à tous les conflits militaires qu'on avait connus jusque-là, c'est que là, il y a davantage de victimes civiles que de victimes militaires. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu jusque-là dans l'histoire. Et puis, c'est également, parmi toutes ces victimes, c'est le génocide, la Shoah, perpétré contre les Juifs et d'autres communautés aussi, comme les Tziganes. Qu'est-ce qui est dans cette Europe meurtrie aussi à observer? C'est qu'il y a bien plus de victimes à l'Est qu'à l'Ouest. Alors vous allez dire, à l'Ouest, ce que nous ont raconté nos grands-parents, c'était tristounet. Ceci tout à fait vrai, tout à fait exact. Il suffit de voir nos cimetières militaires en allant sur les plages du débarquement en Normandie pour voir que des victimes, il y en a eu beaucoup. Mais ceci étant, quantitativement, il y a beaucoup plus de victimes à l'Est qu'à l'Ouest, aussi bien côté victimes civiles que victimes militaires. Regardez par exemple, là il s'agit des victimes militaires sur les deux fronts. Vous voyez que du côté occidental, certes, il y a des victimes du côté des Alliés, c'est vrai, mais quand vous regardez le terrible front de l'Est, eh bien, vous voyez quoi? Que les pertes essentiellement de l'armée rouge sont considérables. Pas seulement l'armée rouge, mais également ceux qui, au cours de la période, vont devenir des alliés de l'URSS, également de Hongrie, de Roumanie, non pardon, je me fais erreur, de Pologne, de Roumanie, mais à partir de 1944 simplement, et de Bulgarie. Alors que du côté noir, c'est-à-dire les troupes nazies, vous avez également des troupes hongroises, ukrainiennes également qui ont été victimes. Mais vous voyez, humainement, le drame absolu, il est d'abord à l'Est. Alors il y a également quand les populations de tous les pays d'Europe vivent ces mois. Ça n'a pas été l'euphorie de novembre 2018. Bien sûr, on était content que la guerre s'achève, mais il y a un traumatisme moral qui est là. Ce traumatisme, il y est au fait qu'il n'y avait aucun conflit n'avait atteint un tel degré dans l'horreur. Aucun. Alors c'est bien sûr les récits qui commencent à arriver des camps d'extermination nazis. Donc c'est là où apparaît le concept de crime contre l'humanité et que va être décidé ce fameux procès de Nuremberg qui aura lieu l'année suivante en 1946. Et puis il y a une interrogation et les journaux commencent à la Libération à s'en faire écho après la capitulation du Japon. Churchill y reviendra dans un discours que je citerai tout à l'heure. C'est l'apparition dans la panoplie militaire, si je peux utiliser ce terme, de la bombe atomique. C'est-à-dire que l'humanité découvre que l'homme dispose d'un moyen de mettre fin à la civilisation, ni plus ni moins. Alors c'est une Europe en ruine, les villes bombardées, celle qu'on cite souvent dans la partie orientale de l'Allemagne actuelle, c'est la ville de Dresde, qui pourtant avait un patrimoine fabuleux, la ville des musiciens. Dresde, il y a eu en mars 1945
un bombardement qui a fait bien plus de victimes que la bombe d'Hiroshima, par exemple. C'est l'ensemble des infrastructures, c'est les capacités industrielles à des degrés divers, parce que, notamment pour les usines du Reich en Allemagne, beaucoup avaient été enterrés pour pouvoir continuer à tourner alors que les bombardements étaient très denses. La population, qu'est-ce qu'elle connaît ? Reprenez éventuellement, si vous en avez conservé, des courriers de vos parents, de vos grands-parents, c'était la misère. C'était la misère au quotidien. Hein ? Et la population française, à cette époque-là, 45-46, elle ne mangeait pas à sa faim, du tout. Et on connaissait, ça a duré encore un moment, des tickets de rationnement. C'est la période aussi où on va arriver à de nouvelles données géopolitiques. Alors rien que le mot, vous voyez, pour vous faire sentir qu'on revient à notre corps de sujet, hein, les questions géopolitiques. Et qu'est-ce qui se passe ? On va passer assez vite de l'alliance à la méfiance. C'est ça le trait dominant des années d'après-guerre. Cette Europe, elle est exsangue, à l'est comme à l'ouest, mais alors qu'on ressent la nécessité d'une construction européenne qui permette la renaissance du continent, et le maintien de la paix bien sûr, mais en réalité, il va se passer autre chose, c'est qu'on va passer entre alliés, de l'entente à la désunion. Très vite, très vite. 3 grandes conférences ont marqué les derniers temps du conflit. Téhéran 43, peut-être pas la plus importante. Yalta, avec la suite d'un ouvrage célèbre, Yalta ou le partage du monde. Puis Potsdam, juste après la capitulation allemande. Et qui vont aboutir ces différentes conférences, dans ce continent européen exsangue, ça va aboutir à la séparation, en 2 blocs. 2 blocs dont l'idéologie est incompatible. La doctrine Truman, d'une part, alors Truman c'est le président qui a succédé à Roosevelt en 1945, et la doctrine Jdanov, qui lui fait le pendant en quelque sorte, côté soviétique. Arrêtons-nous un peu à Yalta, parce qu'elle est souvent désignée. Alors Yalta, c'est en Crimée, région dont on parle beaucoup actuellement. Parmi les acteurs, il y a Roosevelt qui est là, qui a fait le voyage, mais qui est en fin de vie. Il est très malade, et il est habité, peut-être de manière un peu excessive, par le souci d'arriver à s'entendre avec Staline. On est au début de l'année 1945. Il n'y en a qu'un qui voit ça avec méfiance, c'est Churchill, et qui s'inquiète de voir les troupes soviétiques progressivement pénétrer dans toute l'Europe centrale. Qu'est-ce qui va se poursuivre ou s'en suivre après cette conférence de Yalta, et notamment concernant l'URSS et la Pologne? Il y en a d'autres, mais c'est là les principales, et de l'Allemagne. La frontière entre la Pologne et l'Allemagne, ça va être la ligne Oder-Neisse, donc ce qui correspondait à la limite orientale de l'ex-RDA, entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Donc la Pologne, qui avait déjà subi bien des vicissitudes en 1940 avec le pacte germano-soviétique, qui l'avait quelque peu dépecé, c'est le moins qu'on puisse dire, donc va voir son centre de gravité aller vers l'ouest. Et pareil pour l'URSS, qui va annexer bien des territoires qui étaient polonais. Il y a des élections libres qui sont prévues, seulement la notion de liberté n'est pas perçue tout à fait pareil par les Occidentaux et par Staline. Donc en réalité, des élections libres, elles n'auront pas vraiment lieu. Un point important quand même qui résulte de la conférence de Yalta et de celle de Potsdam, ça va être la possibilité de la conférence de San Francisco, cette même année, et qui va voir la création de l'ONU. Voilà, les photos célèbres de la conférence de Yalta, et vous voyez que ce pauvre président Roosevelt, qui avait été un très grand président, notamment pour sortir le pays de la crise avec sa politique du New Deal, il est très 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 malade. À Potsdam, on est pendant l'été 1945, l'Allemagne a capitulé, et il y a des nouvelles têtes. En nouvelles têtes,
Il y a des historiens qui ont dit un peu trop rapidement qu'ils étaient pas très préparés, un peu naïfs. Alors c'est Truman, c'est peut-être un mauvais procès parce qu'il était bien au fait de la situation. Pour Attlee, donc les Britanniques, curieusement, après avoir, on peut dire, tellement apprécié Churchill par son esprit de courage et de résistance pendant la guerre, dès qu'elle se termine, les élections, eh ben, on le renvoie chez lui. C'est les travaillistes qui arrivent au pouvoir. Bon, voilà. Alors, ce qu'on observe dans cette période, c'est que dans tous les pays d'Europe centrale libérés par l'armée rouge, c'est des gouvernements à direction communiste qui sont mis en place. Avec les partis communistes locaux bien aidés par l'armée rouge. Il n'y a qu'en Tchécoslovaquie où c'est plus nuancé. Les transferts de population, bien sûr, j'ai un petit peu évoqué. On est d'accord lors de cette conférence sur la dénazification d'Allemagne, oui, et sur la mise en route, je l'ai évoqué, du traité de Nuremberg. Voilà les déplacements de population. Alors, regardons attentivement cette carte, elle est importante. Vous voyez ici, eh bien, la Pologne orientale, là, jusque-là, et là, ça devient un territoire soviétique. Par contre, ces territoires qui sont ici, de Poméranie notamment, ils deviennent polonais. La frontière, ici, c'est la ligne Oder-Neisse. Et l'ancienne Königsberg, la Prusse orientale, eh bien, est occupée par l'armée rouge. Toujours aujourd'hui, c'est un territoire russe, hein, Kaliningrad, qui n'a pas de lien physique direct avec la Russie. Il faut passer par la Lituanie. Vous voyez également tous les mouvements de population qui vont refluer vers l'Allemagne. Alors, en provenance de cette partie de l'Europe, beaucoup, hein, là en particulier ici, tous les territoires de la Haute-Silésie, plus de 4 millions d'Allemands qui vont bouger, beaucoup également en provenance de Tchécoslovaquie, à moindre échelle de Roumanie, de Hongrie et de Yougoslavie. Vous voyez sur cette carte également les 3 couloirs qui relient Berlin. Berlin, c'est au milieu du territoire occupé par l'armée rouge, qui relie à l'Allemagne. Alors depuis Hambourg, Hanovre ou Francfort, c'était les voies normales. On va en parler quand on évoquera le blocus de Berlin. Et 3 zones d'occupation. Au nord, ici, la zone britannique. Toute la grande partie centrale, occupation américaine. Et ici, de territoire d'occupation française. Les Américains n'étaient pas très chauds pour ça. Et puis, les Britanniques ont insisté pour qu'il y ait également une zone d'occupation française. Vous voyez le même scénario en Autriche. L'Autriche qui formait depuis l'Anschluss un territoire unifié avec l'Allemagne. Bon, avec là aussi 4 zones d'occupation, Vienne, la capitale, se trouvant dans la même situation que Berlin, avec les 4 pays présents dans la capitale. Donc c'est important de dire cette Europe qui va se construire par la suite, c'est une Europe qui a connu des flux de population considérables. Alors j'ai dit toute l'admiration que je ressentais pour ce grand homme d'État qu'est Churchill. C'est pas très lisible, hein, vous êtes un peu loin, alors je lis les principales phrases. La première est très très connue, voilà ce que dit Churchill. De Stettin sur la Baltique, au nord, à Trieste, dans l'Italie actuelle, sur la Adriatique. Et là, c'est l'inventeur du terme. Un rideau de fer est descendu à travers le continent. Donc, vous voyez, c'est début 1946, hein, il avait compris de manière très précise ce qui se passait. Hein. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, etc. Voilà. La carte illustre le propos de Churchill. Et voyant cela, vous comprenez en voyant ça que la première Europe qui s'est institutionnalisée avec la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, puis la communauté économique européenne avec le traité de Rome en 1957, eh bien, il s'agit de territoires qui sont tous à l'ouest du rideau de fer. Hein, tous. Italie, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne qu'on appelait Allemagne de l'Ouest ou Allemagne fédérale. Là, c'est l'autre discours, mais vous pourrez le retrouver facilement en allant sur Internet. Et ce discours-là, moi aussi, je suis très, très frappé en lisant ça, pardon.
19 septembre 1946. En plus, c'est ma date de naissance, ça a dû l'inspirer. J'en viens maintenant à une déclaration qui va vous étonner. Le premier pas vers la création de la famille européenne doit consister à faire de la France et de l'Allemagne des partenaires. Pas banal, hein? Souvenez-vous, de la fin de la guerre, c'était un an avant. Hein? Seul ce moyen peut permettre à la France de reprendre la conduite de l'Europe. Alors il se doutait bien qu'il y avait quand même un rôle éminemment politique que la France pouvait faire. Mais attention, l'autre phrase, on ne peut pas s'imaginer une renaissance de l'Europe sans une France intellectuellement grande et une Allemagne intellectuellement grande. C'est-à-dire, il a conscience que c'est par la volonté politique, par l'esprit et non par les moyens matériels qu'on avancera. Voilà, et après il y a tout un... Ça vaut la peine hein, un petit peu de temps aller voir ce fameux discours de Zurich. Et puis, ça se termine par un avertissement. Qu'est-ce que dit Churchill? Nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition. Ah, pourquoi il dit ça? Nous vivons aujourd'hui un moment de répit. Le combat a pris fin, mais les dangers n'ont pas disparu. Si nous voulons créer les États-Unis d'Europe, alors c'est paradoxal hein, quand même ça, si nous, c'est un Britannique qui parle, voulons créer les États-Unis d'Europe, alors on pourrait croire qu'il est partie prenante. Ou quelque nom qu'on leur donne, il nous faut commencer maintenant. Pas demain, mais maintenant. Parce qu'en ces jours présents, nous vivons curieusement sous le signe, on pourrait dire sous la protection de la bombe atomique. Il avait compris le rôle que ça pouvait représenter. Bon, et après, il a un développement en disant, heureusement pour l'instant un seul pays ne l'a, mais il sait très bien que d'ici quelques années, cette énorme puissance de destruction, elle soit largement répandue. Donc le contexte, et encore une fois j'y insiste parce que c'est important de comprendre dans quel cadre l'Europe a pu se construire, c'est effectivement un climat de tension dans cette Europe après une période. Il y avait eu un hiver qui avait été particulièrement rude en 46-47, et on va voir le rôle que joue Marshall et son plan un peu plus loin, mais Truman va présenter devant le Congrès américain une doctrine qui, on appelle ça pour contenir, le containment, c'est ce qu'on appelle aussi la doctrine d'endiguement face à la progression communiste. Et comment y parvenir? Eh bien en fournissant une aide financière et militaire à ces pays d'Europe qui risquent d'être menacés par l'expansion soviétique. Il ne faut pas oublier que des pays, le nôtre, encore plus pour l'Italie, le corps électoral, c'était 25% de vote pour le Parti communiste. Hein. Donc côté américain, on voyait ça avec une certaine appréhension. Alors ça va être un tournant dans l'histoire américaine, je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi. Mais arrêtons-nous d'abord à ce plan Marshall. Alors le général Marshall, qui est-ce? C'est le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui M. Blinken. C'est un homme qui a circulé en Europe et qui a ouvert grand ses yeux et ses oreilles et qui a vu la situation de misère, la situation de chaos, et il est très lucide là-dessus. Et il va porter un diagnostic qu'il va rapporter au président Truman, qui est le suivant. Les États-Unis ne doivent pas faire comme en 1918. 1918, c'est un retour à l'isolationnisme, en particulier des trois administrations républicaines après Wilson. Harding, Coolidge, Hoover. Hein. Ce qui se passe en Europe, ça ne nous concerne plus. Hein. Et là, il va convaincre le président et qui va convaincre le Congrès. C'est le moment où va être voté un amendement qui est célèbre dans l'histoire américaine, qu'on appelle l'amendement Vandenberg. C'est quoi? C'est dire, nous ne pouvons pas nous retirer des affaires de l'Europe, et plus globalement des affaires du monde, on va dire. Alors, ça c'est la déclaration politique, et après il fallait lui donner un contenu matériel. Alors ça va être la proposition d'un plan, dans l'histoire c'est resté le plan Marshall,
qui a un double objectif, un objectif politique, effectivement, c'est l'endiguement, et un objectif économique. Alors il est double en réalité, l'objectif économique. Si on y regarde de près, c'est aider l'Europe à se reconstruire, c'est exact. Mais ce n'était pas désintéressé totalement. Pourquoi? Mais parce que cette industrie américaine qui avait atteint un niveau gigantesque pendant ces années 43, 44, 45, il fallait qu'elle continue à avoir des marchés. Je ne sais pas si parmi vous, moi ça m'avait beaucoup frappé, vous savez, dans cette grande avenue à Washington qu'on appelle le Mall, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, il y a toute une série de musées, tous plus beaux les uns que les autres, dont un qui s'appelle le musée d'histoire américaine. Et quand vous regardez ce qui est présenté dans ces salles, en particulier pour cette période-là, 43-44, c'est incroyable, c'est tapissé d'affiches qui, quels que soient les secteurs d'activité économique, affirment « We fight for freedom ». Nous combattons, nous qui sommes les ouvriers, qui construisons des bateaux, de l'armement, pour la liberté. Hein? C'était une sorte de leitmotiv qui est très, très présent. Donc cette énorme machine industrielle, qui était venue à bout de l'Allemagne et du Japon, il fallait aussi la recycler et lui trouver des débouchés. Donc c'est pas du 100%, on va dire, parce que nous sommes généreux. Alors qu'est-ce qui va se passer avec cette proposition d'aide Marshall? Il y a 16 pays d'Europe occidentale qui vont dire oui, merci beaucoup, on est preneurs, bien sûr. À l'Est, ça avait été proposé aussi. Mais le ministre des Affaires étrangères soviétique, qui s'appelait Molotov à l'époque, y a mis son veto. En particulier à un pays qui était en train d'hésiter, c'était le moment du coup de Prague, qui était la Tchécoslovaquie, qui avait une certaine tradition démocratique avec le président Beneš. Bon, donc on leur signifie pas d'aide Marshall pour vous. Les Américains, qui sont des gens souvent assez pragmatiques, on dirait, bon, on l'aide d'accord, mais il faut, vous, Européens, que vous vous organisiez entre vous, hein, qu'on ne fasse pas un truc qui soit pays par pays, ça ne va pas être bien efficace et bien organisé. Et c'est comme ça qu'a été présenté le projet d'organisation européenne de coopération économique, OSCE, qui n'existe plus depuis déjà pas mal d'années, qui a été transformé en ce qu'on appelle aujourd'hui l'OCDE, hein, l'organisme intéressant qui publie beaucoup d'études, etc. Ce qui veut dire quelque part, n'en faites pas, parce que là, c'est pas ce que je veux vous dire, que les Américains sont à l'origine de la construction européenne. Non, non, ce serait aller trop loin. Mais par contre, que l'initiative de répartition des aides Marshall ait incité et poussé un peu plus les Européens qui pensaient par eux-mêmes à s'organiser entre eux, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors le programme. Le programme, c'est un programme qui est considérable. C'était sur 3 ans, c'est une erreur. C'est sur 5 ans, pardon. Corrigez mon chiffre. Mais vous aviez déjà vu d'ailleurs l'erreur. Oui, c'est ça. C'est un programme de 13 milliards de dollars. Alors vous allez dire, bon, c'est pas si énorme que ça. Des dollars de 48, vous pouvez multiplier par 12 à peu près pour avoir des dollars actuels. Vous voyez que la somme change étrangement. Hein. Et ce qui est assez net aussi, c'est que c'est un programme qui est plus à base de subventions que de prêts. Les Américains, voyant se disant, les économies européennes, si on leur fourgue des prêts, ils sont dans une situation telle qu'ils ne pourront même pas les rembourser. Donc il vaut mieux aller vers des subventions. Bon, il y a eu des effets économiques, incontestablement, même si sur le moment même, il n'y a pas eu, comme c'était souhaité par l'administration américaine, une union douanière, mais en tous les cas, il y a eu quand même un impact. Bon, c'est là où, je ne sais pas, dans les campagnes, on a vu arriver les premiers tracteurs McCormick ou des choses comme ça, hein, qui ont participé à finalement à la modernisation du pays. Et puis politique, parce qu'à la suite, pas uniquement du plan Marshall, mais de l'évolution des États, bien un certain recul des partis communistes européens. Toujours
pour bien comprendre le contexte, on a déjà vu la carte, c'est la division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Avec une Allemagne où les étapes, ça commence surtout à partir de 48-49, la création du Deutschmark, je crois que c'est début 49, donc une monnaie qui vienne fortifier une industrie et une activité économique qui était à peine renaissante, mais où il va y avoir un moment très difficile. Le moment très difficile de ce moment de tension dans cette Europe divisée à travers les 2 grands blocs occidental et soviétique, c'est que, vous vous souvenez de la carte, vous aviez vu que Berlin est un îlot, si on peut dire, au sein de l'Allemagne de l'Est occupée par les soviétiques et qui allait devenir la RDA. Staline n'est pas content, évidemment, de voir qu'il y a un début de renaissance, entre guillemets, allemande, d'une monnaie nouvelle, d'une insertion de l'Allemagne dans les possibilités d'émarger au plan Marshall, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Les routes terrestres, qui étaient les voies normales d'accès à Berlin, il les coupe. Que faire? Aller vers un conflit, aucun dirigeant, et surtout pas Truman, n'avait envie de se lancer là-dedans. Mais la parade, ça a été le pont aérien. C'était un pont aérien avec une logistique, quand on le regarde avec le recul, on croit rêver. C'est qu'en à peu près un an, pas tout à fait, juin 48 à mai 49, il va y avoir 270 000 vols. Alors vous faites le combien ça fait par jour, ça fait beaucoup. 13 000 tonnes transportées tous les jours pour ravitailler cette ville dont la partie occidentale, ça faisait pas loin de 2 millions d'habitants. Et il se passe aussi autre chose. C'est que Berlin, dans sa partie occidentale, et non seulement les zones, puisque il y avait des zones d'occupation américaines, britanniques et françaises, mais en tant que partie de la République fédérale allemande, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, ça va devenir la vitrine de l'Occident en plein ensemble occupé par les soviétiques et autrement dit, on montrait tout ce qu'il y avait de mieux, magasins, théâtre, tout ce que vous pouvez imaginer. C'était presque, c'était pas ostentatoire, mais enfin, on montrait le meilleur de l'Occident dans cette partie de la ville. Désolé, je vous remontre à nouveau les 4 zones. On se dirige. Alors ça, c'est un moment de l'histoire que je trouve tout à fait passionnant. On n'est pas encore une fois à la signature du traité de la CECA. Il y a plus forte raison du traité de Rome. C'est un événement qui se passe, les événements sont chargés, cette période-là, au printemps 1948. Alors, pourquoi c'est passionnant cette période? Eh bien, c'est que pour construire l'Europe, se mobilisent des structures associatives, militantes, intellectuelles, tout ce que vous voulez. Autrement dit, ce qu'on appellerait la société civile. La société civile, qui se réunissent en congrès à La Haye, aux Pays-Bas. Il y avait aussi des hommes politiques qui étaient là. La présidence avait été confiée à Churchill. Donc 800 délégués, 17 pays d'Europe, plus des observateurs canadiens et américains. Quel est l'objectif qui était mené par ceux qui avaient préparé ce congrès de La Haye? C'était de montrer qu'il y avait dans les opinions publiques dans tous les pays d'Europe un mouvement massif, fort, en faveur de l'unité de l'Europe, y compris en 1948 en Allemagne. Bon. Et ça, c'était, autrement dit, l'inspiration, le souffle, si on peut dire. Mais il y avait d'autres choses. C'était aussi de trouver les voies de cette unité et en proposant au gouvernement, puisqu'il y avait des hommes politiques qui étaient là et qui écoutaient, eh bien, des modalités pratiques. Voilà. Donc c'était un grand moment pour insuffler ce qu'on peut appeler un esprit européen.
Voilà la conférence. Bon, à l'époque, les photos étaient peut-être pas de qualité top, mais vous voyez tout ce monde qui était réuni. Le travail du Congrès de La Haye, il s'est fait, alors ça c'est classique, hein, un travail par commission, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est proposé. La commission économique, elle va proposer quoi? De lever les restrictions à la circulation des marchandises, ce qui sera le but du traité de Rome. La mobilité de la main-d'œuvre en Europe, avec comme perspective la promotion du plein emploi. Bon, vous voyez, des choses qui relèvent de la sphère économique et sociale. On observe néanmoins, même si c'était une belle manifestation d'unité, le Congrès de La Haye, qu'il se passe quelque chose. C'est que du côté belge, hollandais, français, italien et même allemand, qui étaient pour certains présents, ils sont favorables à une vision d'une Europe intégrée. Et les Britanniques, pas trop. Hein, on est sur... vous vous souvenez de cette merveilleuse caricature de journal satirique britannique qui s'appelle Punch? C'est la grève des dockers, ils ont les bras croisés, et la légende, c'est le continent est isolé. Bon, ça, je vous propose, il est 45, qu'on regarde cette partie de la fondation de la RFA. La prochaine fois, alors, le point d'actualité. On va aller un peu plus loin. Bon, c'est peut-être moins attractif, mais qu'est-ce que j'ai choisi? Un sujet qui parle de l'énergie. Alors, l'énergie, est-ce qu'on est avec des bonnes nouvelles? Si on se reporte en arrière, l'an dernier, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on va pouvoir se chauffer? Vous savez, les prix du gaz avaient explosé. Et il y a quelques jours, le Conseil de l'Union européenne s'est mis d'accord sur la politique concernant l'électricité dans l'Union européenne. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une situation qui s'est grandement améliorée sur ce point essentiel? On va y regarder d'un peu plus près à travers les analyses. Alors ici, là, c'est une page d'information de l'Europe. Donc évidemment, le titre est plutôt positif. Réforme du marché européen de l'électricité. Le Conseil de l'UE trouve un accord. Bravo, bravo, tout le monde applaudit. Oui. En même temps, quand l'Union européenne fait de l'information, ils nous mettent toujours un petit peu là où on en est par rapport à une problématique plus générale. Ce qui vaut tout à fait la peine d'être consulté, hein, c'est très intéressant. Quand on regarde la presse, là, un journal économique et les Échos. Les Échos, le titre n'est pas tout à fait le même. L'Europe fait un premier pas pour stabiliser le marché de l'électricité. Vous voyez que ce n'est pas rigoureusement la même chose. Hein? Bon. Alors on est où? Une réforme ou un premier pas? Alors il y a eu un travail en temps court qui a été assez remarquable de la présidence espagnole. Vous savez, tous les 6 mois, ça change, hein, les présidences. Et de la Commission sur un sujet qui incontestablement était un sujet qui fâche. Bon, donc d'arriver à un accord, c'est quand même pas si mal. Avec quelle idée dans cette réforme? C'est d'éviter les prix extrêmement élevés qu'on avait connus l'été 2022 pour le gaz, où on était monté, c'était des prix aberrants, on était monté à 1 000 € le mégawattheure, alors qu'on était à 50 avant la guerre d'Ukraine. Il y avait aussi le souci de donner de la visibilité aux entreprises, en particulier celles qui consomment pas mal d'électricité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'avait pas encore une étude très très approfondie des conséquences de cette proposition de réforme. Bon, toujours la question, quand il y a un problème urgent, dans le court terme, on essaye de faire au mieux, mais peut-être si on prenait plus de temps, ça serait peut-être plus réfléchi. Bon, débat qui est un peu un faux débat. Là, en l'occurrence, il y a urgence, il fallait y aller. Alors, c'est l'occasion de regarder les choses dans la durée à travers ce point d'actualité. Il ne faudrait pas que, parce qu'il y a beaucoup de titres en ce moment dans la presse, moi ce que je suis le plus, c'est essentiellement le site d'information de l'Europe, c'est dans les quotidiens Le Monde, La Croix et Les Échos. Bon, voilà un peu tout. Si vous regardez aussi dans vos quotidiens, La Dépêche, je ne suis pas sûr qu'ils en parlent autant que ça, mais c'est possible, je ne connais pas trop.
C'est un très bon journal, ceci est. Alors, quand on regarde sur le temps long, il y a des choses qui sont très importantes. Très importantes et qui nous invitent à ne pas être quand même trop pessimistes. Si on regarde sur les 20 dernières années dans l'Union européenne, il y a incontestablement une très forte baisse de la consommation de charbon. Or, vous savez que c'est l'énergie par excellence polluante, hein, et qui fait beaucoup d'émissions de CO2. Baisse également, globalement, quoi qu'on puisse en penser, de la consommation de pétrole. Hein. Et, à contrario, une augmentation de la consommation de gaz, avec quelques difficultés, puisque le gazoduc Nord Stream avait été coupé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut voir que ce qu'on appelle le mix énergétique. Dans le jargon, c'est toute la consommation d'énergie dans l'Europe. C'est marqué encore très largement par le recours aux énergies fossiles. Même s'il y a beaucoup moins de charbon, on est quand même encore, pas aux 3/4, mais pas tellement loin, 70% en 2021, de recours aux énergies fossiles. Donc il y a des progrès à faire. Est-ce qu'on en fait des progrès? Oui. Oui, quand on regarde. Alors je sais bien qu'on partait d'une base très modeste, mais les énergies renouvelables, ça a été multiplié par 2,2 en 10 ans, 2011-2021. Très forte réactivité également. Alors il n'est pas ultra lisible. Qu'est-ce que ça montre ce tableau? C'est entre février et octobre 2022. Vous voyez que le gaz russe, la consommation dans l'Union européenne a été divisée par plus que 4. En 7-8 mois, c'est pas banal, on est arrivé à ça, avec des relais qui viennent de Norvège et des États-Unis. Là en haut, c'est la consommation de gaz en Allemagne. Vous voyez que plus de la moitié en rouge, c'était du gaz russe. Quelques mois plus tard, il n'est plus là. Il n'est plus là. Qu'est-ce qui a remplacé? Essentiellement du gaz norvégien et également du GPL venant de différentes origines. Alors, est-ce qu'on va dire, tout est bon en matière d'énergie, on va dans le bon sens, c'est parfait, c'est intéressant? Non. Non, parce que les vulnérabilités, on le voit bien, elles sont là. Elles sont là. C'est le réveil du conflit terrible au Proche-Orient auquel nous assistons. C'est la question de la sécurité des réseaux. C'est le prix du pétrole, même si cette dernière semaine, il a plutôt tendance à baisser. Alors, voyez un autre titre de journal, Énergie, la crise au Proche-Orient révèle les vulnérabilités de l'Europe, et c'est vrai. Hein? Ah, ça, c'est pas très lisible, mais je vais vous raconter de quoi il s'agit. On a beaucoup parlé l'an dernier de Nord Stream, hein? Vous vous souvenez de tout ça? Alors, ce qui est sûr, c'est que vous ayez tous entendu parler du Baltic Connector. Ça vous dit quelque chose? Pas vraiment. Le Baltic Connector, c'est un gazoduc qui relie la Finlande avec les États baltes. Un gazoduc à trafic important et réversible. C'est-à-dire, selon les besoins, il peut aller de la Finlande vers les pays baltes ou l'inverse. Ravitaillé par des ports alimentés en GPL ou d'autres sources. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce gazoduc? Dans la partie maritime, entre la Finlande et les pays baltes, il a sauté. Oui. Et alors, le gouvernement finlandais a cet euphémisme magnifique, probablement le résultat d'une activité extérieure. Ah, comme c'est bien dit. Alors, les éléments connus donnent à penser que c'est quand même plutôt une initiative russe derrière ça. La Banque mondiale, oui, mais je reviens en arrière, sur les réseaux. Les réseaux, c'est pas simplement les réseaux énergétiques qui sont très vulnérables. Hein. Les réseaux de communication le sont aussi. Hein. Si vous prenez toute la câblerie qui traverse l'Atlantique entre Europe et États-Unis, en cas de conflit majeur, c'est des sources possibles de grandes difficultés. Les prix du pétrole, ils fluctuent pas mal ces derniers temps. Le conflit au Proche-Orient fait craindre une hausse à nouveau des prix du pétrole. Terminons. Oui, on va être dans les temps, c'est formidable. Voilà, on voit que l'Europe, ça bouge sur ce point d'information lié à cet accord européen sur le marché de l'électricité.
Bon, avec des choses après à bien identifier et à mettre en place pays par pays. Vous avez peut-être vu qu'hier, l'État français et EDF semblent s'être mis d'accord sur un prix de 70 € le mégawattheure. C'est bien. En Allemagne aussi, une aide aux industries qui sont très consommatrices d'électricité. Bon, ça c'est des ajustements. L'accord européen, il ne va pas dans le détail de ce qui se passe dans chaque pays. Il donne le cadre d'ensemble pour une régulation. Alors ce cadre européen, il nous permet de relire ce qui était en travaux et qui a été actualisé notamment au moment du dernier discours sur l'état de l'Union européenne. C'est ce fameux pacte vert, le Green Deal pour faire bien. C'est l'ambition de l'Europe pour 2030. Alors ça, c'est des choses qu'on regardera, la géopolitique de l'énergie, bien sûr, on y reviendra. Mais pour donner l'essentiel, c'est une ambition à horizon 2030, peut-être un peu décalée à 2035. Mais des gens, leur mission, normalement, elle est pour 2030. Pourquoi? Vers plus d'indépendance et de sécurité. De voir que, alors qu'il y a des menaces sur certains types d'emplois liés notamment au développement assez rapide de l'intelligence artificielle, là on estime autour de 500 000 emplois, ce qui pourrait être créé à travers la transition énergétique. Et surtout, c'est quand même le but essentiel de la transition, c'est d'aller vers moins de CO2, qui s'est accumulé depuis plus d'un siècle dans l'atmosphère. Alors, normalement, l'ambition du Green Deal, c'est 55% de l'électricité de l'UE qui sera d'origine renouvelable. Alors attention, quand on dit origine renouvelable, c'est pas que le solaire et l'éolien, c'est l'hydroélectricité et c'est le nucléaire. Ceci étant, c'est une belle ambition et c'est tant mieux qu'il y en ait dans le cadre européen, mais là encore une fois, j'étais assez frappé là de voir le président d'une des très très grandes entreprises qui fait de l'énergie renouvelable. Donc c'est Iberdrola. Donc là c'est José Galán, j'avais oublié son nom. Il dit quoi en titre? L'énergie c'est de la technologie, pas de l'idéologie. Heureusement qu'il y a un brin d'idéologie. S'il n'y avait pas eu les Verts pour nous alerter sur notre consommation excessive d'énergie, on n'en serait peut-être pas très avancé. Mais il y a surtout un élément qui manque dans ce titre. L'élément qui manque, c'est l'énergie. C'est de la géopolitique. Regardez où sont nos sources. Alors ça, c'est des choses qu'on regardera quand on regarde la géopolitique de l'énergie. Et ce qui est certain, c'est que on voit les ambitions dans le cadre du Green Deal, mais les difficultés géopolitiques, on les voit faire éruption le 7 octobre, par exemple. Ne pas oublier aussi qu'à Bruxelles, il y a des lobbies puissants. Et oui, pour freiner... alors on pourrait le prendre dans le secteur de l'énergie, on pourrait le prendre dans le respect de la biodiversité, il y aura encore beaucoup plus à dire, mais enfin, ce n'est pas mon sujet du jour. Et puis il y a des opinions contrastées. Est-ce qu'on prend l'acronyme Backyard? D'accord, les éoliennes solaires, très bien, oui je suis pour, j'applaudis des deux mains, mais pas chez moi. Pas chez moi. Bon, voilà, il faut faire avec ça aussi. Alors c'est ce qu'on verra plus tard quand on regardera notre problématique sur la géopolitique de l'énergie en Europe. Mais pour l'instant, il est 15h et on s'arrête. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.